Il existe un monde où l'angoisse fait partie du paysage. Un monde où chacun de vos pas vous entraîne toujours plus loin, dans la terreur et l'indicible. Un monde où les créatures les plus inimaginables et les psychopathes les plus cruels sévissent en toute liberté. Un monde où il n'y a aucune règle, aucune loi pour vous empêcher de plonger dans l'horreur la plus totale. Ce monde n'est pas si éloigné du nôtre, et il n'appartient qu'à vous d'en franchir les frontières. Alors si vous aimez avoir peur, n'hésitez plus. Franchissez le portail et venez écouter les histoires de l'autre monde. Bonjour à tous. Avant de vous laisser découvrir la suite du cadeau du monstre, j'aimerais faire une petite page promo me concernant. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'écris la majorité de mes histoires. La dernière vidéo en date, Gabriel, était une exception. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres car c'était une expérience très enrichissante. Rajoutez à cela que je suis en phase d'écriture pour des SCP, certaines créatures de la Fondation m'inspirant beaucoup. Donc attendez-vous prochainement à voir certains de leurs pensionnaires envahir ma chaîne de temps en temps. Tout ça pour vous indiquer qu'étant écrivain en plus d'être conteur, j'aimerais vous préciser que mon premier recueil de nouvelles, sous des horizons différents, vient de sortir sur les sites de la Fnac et Amazon, au format broché et numérique. Un recueil qui n'est pas uniquement porté sur l'horreur. À l'intérieur, vous trouverez des récits alternant entre le fantastique, la fable, la SF, le thriller et le conte en plus de récits horrifiques, dont 2 ont été adaptés sur ma chaîne, l'autostoppeur et Cauchemar. C'est une grande étape pour moi, et je suis très fier de cette sortie. Si vous êtes intéressé, vous trouverez toutes les infos nécessaires pour le commander en description de cette vidéo, comme les prix des différents formats et les liens vers les sites pour le commander. Un deuxième recueil est en cours de finition, qui sera lui intégralement tourné vers l'horreur, et constitué de creepypasta de ma chaîne, mais dans des versions quelque peu rallongées, histoire de proposer un peu de neuf. Et il y aura 2 histoires inédites qui ne seront disponibles que sur le recueil. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas adaptées, toujours dans le souci de proposer un supplément à mon univers. Il y a aussi un roman en cours d'écriture, pas du tout orienté horreur, puisqu'il s'agit d'une romance fantasy sur fond social, entre un humain et une Wicca ayant échappé à un mariage forcé voulu par sa communauté, au sein de la ville de Berlin, dans un quartier où le racisme est très présent. Ces 2 projets, j'espère pouvoir également qu'ils pourront sortir dans le courant de l'année. Quoi qu'il en soit, comme je le fais ici pour ce premier recueil, je vous tiendrai au courant de leur sortie. Voilà, j'ai fini mon instant pub. Donc, si vous voulez découvrir d'autres facettes de mon univers, n'hésitez pas à commander le livre et à laisser des commentaires sur les sites pour donner votre ressenti sur celui-ci. Je vous en remercie par avance. Maintenant, je vous laisse découvrir le plan mis en place par Chris, le héros du premier volet de ce diptyque initié par le cadeau du monstre, à travers cette vidéo. Bonne écoute, et à très bientôt sur ma chaîne. Évolution. Le cadeau du monstre, 2e partie. Il s'est passé plusieurs mois depuis que j'ai quitté la demeure des Oxon. Leur secret, et celle à qui je dois mon apparence actuelle, Tania, qui m'a offert le plus beau des cadeaux en échange de son sacrifice. Le moyen pour moi de me venger de cette vie qui s'est tant moquée de moi à toutes les étapes de mon existence. Mes parents indignes, Gus, l'infidèle Daphné et tous les autres qui ont participé à me faire haïr l'humanité sous toutes ses formes. Quand je me suis retrouvé entre les griffes de ce malade de Duncan Oxon, l'un des pires représentants d'une espèce humaine qui accentue chaque jour qui passe mon dégoût, j'ai cru que j'avais franchi l'ultime frontière me séparant d'une mort en devenir. Au départ, je n'étais pas contre, bien au contraire. Certes, j'avais retrouvé un semblant de vie à travers ce petit boulot qui m'avait fait rencontrer cette ordure de Duncan. Mais quelque part, au fond de moi, je savais bien que ce ne serait que provisoire, que je n'étais pas destiné à être heureux de toute manière. C'est inscrit dans mes gènes. Je ne peux rien y faire. Depuis ma naissance, c'est comme s'il était écrit que je devais en chier toute mon existence. Vous croyez au destin ? Moi, oui. De toute mon âme. J'y ai toujours cru. Je sais ce que vous vous dites, que ma transformation m'a rendu sarcastique. Je ne pense pas vraiment mes propos. Eh bien, vous vous trompez lourdement. Je n'ai jamais été aussi sincère que maintenant. Toute ma vie n'a été qu'une succession de bugs d'existence, me confortant dans mon idée que je n'avais sans doute pas ma place auprès des autres humains qui peuplent la planète. Que j'étais une erreur de la nature,
une expérience ratée du vieux barbu qui se cache dans ces nuages, dégoûté de m'avoir créé et cherchant par tous les moyens à me pousser dans mes derniers retranchements pour que j'attente moi-même à mes jours, mettant fin ainsi à un processus qui n'aurait jamais dû avoir sa place sur Terre. Je ne sais pas s'il existe vraiment. À vrai dire, j'en doute de plus en plus. Ou alors, il y a déjà longtemps qu'il est parti, après avoir vu ce que l'homme est devenu, nous laissant livrer à nous-mêmes comme des rebuts dont on n'a que faire. Des emballages tout juste bons à finir dans la poubelle après utilisation de son contenu, quand ce dernier n'a pas atteint la date de péremption, obligeant le grand propriétaire à exprimer son dépit en le laissant croupir avec les emballages, au milieu des ordures de la grande benne de la vie. Voilà ce qu'est l'être humain. Un produit. Un produit dont chaque exemplaire est à l'essai les premières années de sa vie. Et si tu ne corresponds pas à l'idée que le grand créateur avait en te faisant exister, il s'arrange pour te faire comprendre que tu n'es qu'un numéro parmi des milliards d'autres. Et que le mieux que tu aies à faire pour ne pas faire honte à la qualité de sa production, c'est de disparaître. Purement et simplement. Mais pas question pour lui de se salir les mains, non, c'est clairement pas son style. Il préfère mettre sur ta route des éléments participant à ta déchéance inéluctable, accentuant ton idée que tu n'es qu'un maillon d'une chaîne dispensable. À partir du moment que tu as compris ton véritable rôle dans cette chaîne réservée aux meilleurs, dont tu ne fais pas partie, tu n'as que deux choix. Accepter ton sort et le fait que tu vas souffrir toute ta vie, quels que soient tes choix, aussi judicieux soient-ils, ou bien arrêter le mécanisme de l'horloge qui te permet de continuer à avoir un souffle de vie. Et dans ce dernier cas, là encore, plusieurs choix s'offrent à toi. En finir rapidement en utilisant les objets que le destin met sur ton chemin, flingue, arme blanche, poison, attendre patiemment que ceux-ci se décident d'eux-mêmes de détruire à la fois ton ego, ta dignité, ton honneur et ton désir de vivre, ou encore demander à quelqu'un de faire le geste que toi-même tu es incapable de faire, par lâcheté, dans la plupart des cas. Mais il existe parfois des cas où une petite poussière se glisse dans les rouages de cette fatalité et te redonne un semblant d'espoir, une lumière qui t'indique que tu vas pouvoir te venger de tous les plans foireux que le planqué des nuages a décidé pour toi. Dans mes cas, cette poussière, c'était Duncan Oxon et sa fille, Tanya. Sans doute la seule femme, et j'ai bien dit femme, qui m'ait accepté autant que je l'ai acceptée telle qu'elle était. Je ne la voyais pas comme un monstre, tel que le désignait son connard de père. Sans oublier sa mère qui n'était guère mieux. Non, moi je suis sans doute le seul à avoir vu ce qui se cachait derrière son masque que beaucoup auraient désigné comme hideux. Derrière son apparence, il y avait un cœur qui ne demandait qu'à battre si on lui en laissait l'occasion. Je ne saurais dire comment ni pourquoi, mais elle aussi a senti que j'étais celui qui parviendrait à changer sa condition d'être mal aimé. Que je serais la seule personne au monde à pouvoir lui montrer le véritable visage de l'amour, sans se préoccuper des futilités de l'apparence physique. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand j'ai évoqué cette première partie de mon histoire, ont été révulsés à l'idée que j'ai pu copuler avec une telle créature. Mais moi, je l'ai pris comme ce qui pouvait m'arriver de meilleur dans ma merde de vie. Alors, vous voyez, le cadeau qu'elle m'a fait, ce visage, ce corps, ainsi que toutes les facultés qui vont avec, pour moi, il n'existe rien de plus beau, de plus fabuleux, en regard de tout ce que j'ai vécu. Avant que vous me posiez la question, car je sais que vous allez le faire, oui, j'ai bien évoqué des facultés. Sans doute dû au mode de transmission de ce virus particulier. Je les ai découvertes au fur et à mesure que je transmettais cette maladie d'un nouveau genre à mes victimes. Comme vous l'imaginez, mon plan de modification du gène humain ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je me doutais bien que mon apparence ne me faciliterait pas la tâche pour approcher des représentants de la gène féminine, afin de leur transmettre à mon tour cette partie de ce que je considère comme une étape de l'évolution humaine. Cela m'a pris plusieurs jours à chercher de quels moyens j'allais mettre mon plan à exécution. C'est là, en proie à la colère parce que je ne trouvais pas de solution, que ces facultés se sont montrées à moi. Grâce à la complicité involontaire d'un petit con à moitié shooté par la coke. Je pense que c'est son état de manque qui a fait qu'il ne s'est pas aperçu de mon apparence. Ses yeux étaient tellement explosés qu'il ne devait voir en moi qu'une silhouette capable de lui donner le fric dont il avait besoin pour se procurer la dose lui permettant de sortir de son état.
Au début, vu qu'il ne faisait pas partie des cibles que je recherchais, persuadé à ce moment-là que seuls les actes sexuels permettaient de transmettre le virus qui était en moi, j'ai tenté de le dissuader de s'en prendre à moi. Je ne maîtrisais pas encore très bien ma force, et je ne cherchais pas à tuer. Mon objectif était tout autre. Mais devant son entêtement, je ne suis pas parvenu à garder mon calme très longtemps. Je l'ai d'abord repoussé violemment contre le mur de la ruelle où il m'avait plus ou moins trouvé, espérant y trouver un cadre pour réfléchir à ce que j'allais faire. Mais ma force ne l'a pas pour autant dissuadé de contre-attaquer. Il a sorti un canif rétractable de sa poche, menaçant de me planter si je ne lui donnais pas mon fric, sa vision ne lui permettant pas de voir qui j'étais. Devant mon nouveau refus, il est devenu furax et m'a enfoncé sa lame dans le bras gauche. Je ne m'y attendais pas. J'avais pourtant vu des balles ricocher sur la peau de Tania quand son père lui avait tiré dessus. Je pensais disposer de la même résistance, mais ce n'était pas le cas. Le collier était sûrement la cause directe de cette invulnérabilité. Moi, je n'étais qu'une photocopie de ce pouvoir. La douleur fut terrible. Je me tenais le bras alors que le sang coulait à flot sur le sol. Un sang grisâtre et curieusement fluide, comme de l'eau. Je sentis la colère m'envahir, malgré ma tentative de ne pas céder à la violence face à cet abruti dominé par le manque de drogue. Mais ce fut en vain. Bientôt, mes yeux se parèrent d'un jaune presque fluorescent, et mon corps se para d'une aura enveloppant sa surface grise. Je regardais avec mépris cet être insignifiant qui se trouvait en face de moi, mon regard pénétrant le sien avec insistance, sans que je puisse maîtriser quoi que ce soit. Instinctivement, mon bras droit se leva à la perpendiculaire, désignant le junkie. Je serrais le poing peu à peu, pendant que ma cible était envahie de tremblements faisant vibrer son corps. Je le vis s'élever soudain du sol, lévitant comme dans un numéro de magie. Mais là, il n'y avait aucun trucage. Plus il s'élevait en l'air, plus il vibrait de toutes parts, plus mes yeux éclairaient la ruelle. Au bout d'un moment, je vis les os de ses bras sortir de leur enveloppe de chair, pendant que le junkie hurlait de douleur. Ensuite, ce fut au tour de ceux de ses jambes de subir le même sort. Puis ses yeux sortaient de leur orbite dans un magma de sang s'échappant de tous les orifices possibles et imaginables. Yeux, nez, oreilles, sans compter les trous causés par les os ressortant du corps. Sa tête se mit à gonfler comme un popcorn cuit au micro-ondes dans un bruit de craquement horrible, déchirant le calme de la nuit. Je crus que son corps entier allait exploser, quand je parvins à contrôler ma fureur, sans trop savoir comment. Mes yeux redevinrent peu à peu à leur couleur d'origine, perdant leur fluorescence surnaturelle, mon bras s'abaissant pendant que le corps du junkie tomba au sol de toute sa masse. Il continuait à hurler de toutes ses forces, me suppliant de faire cesser sa souffrance. Il criait qu'il s'excusait, que je pouvais garder mon fric, qu'il parlerait de moi à personne. Je m'avançai vers lui, conscient de sa terreur nouvelle à mon encontre. Et pris de pitié face à cette petite chose inférieure, je répondis à sa requête d'arrêter son mal. Je m'accroupis juste à côté de lui, et tout en plongeant mon regard dans le sien, observais ce qui restait de son corps. Les os ressortis faisaient entrevoir l'intérieur des bras et des jambes, véritable récipient de chair à vif d'où le sang continuait de s'écouler à toute allure. Son œil droit était totalement ressorti de son orbite, pendant sur son visage. Sa tête était horriblement déformée, formant une élongation à peine supportable. Je fixai donc son œil gauche à moitié sorti, et j'enfonçai ma main dans sa gorge d'un seul coup, écrabouillant tout l'intérieur, et arrêtant sa vie au même instant. Il ne souffrirait plus maintenant. Ce pouvoir était à la fois fascinant et terrifiant, mais je devais apprendre à le contrôler. Par la suite, je procédai à des expériences sur des proxénètes, des petits braqueurs de rue, dont la disparition ne se remarquerait pas. Je découvris ainsi comment me servir de ce pouvoir, à renforcer la solidité de mon corps par la pensée, me rendant aussi invulnérable que l'était le corps de Tania. Je me rendis compte également que j'étais capable d'influencer l'esprit de mes victimes, pouvant les forcer à faire tout ce que je désirais. Ces pouvoirs étaient déments. Mais il y avait autre chose. Je pouvais transmettre ce pouvoir autrement que par voie sexuelle. Je me rendis compte sur un de mes sujets qui était parvenu à me blesser par balle. Une balle perforante. Il m'avait pris par surprise et je n'avais pas eu le temps de penser à renforcer mon corps.
et alors que je me penchais vers son visage terrorisé, quelques gouttes de mon sang tombèrent dans sa gorge. Je le vis se transformer sous mes yeux. Cela lui prit du temps, beaucoup de temps, un processus long de près de 2 heures. Mais il devint comme moi, le même corps, les mêmes yeux, la même silhouette grisâtre. Cela sembla modifier également son cerveau. Au lieu d'être horrifié par ce qu'il était devenu, au contraire, il se leva et partit dans l'obscurité. Il fut le premier, et grâce à lui, je découvris que je pouvais réaliser mon plan de manière plus simple. Le sang était la solution. Mon sang. Nul besoin désormais d'être obligé de violenter des femmes pour transmettre le virus qui changerait l'être humain en ce qu'il méritait d'être. Une étape de son évolution. Il suffirait de faire absorber mon sang à mes victimes. Mais celles-ci étaient-elles capables de le faire à leur tour? Les jours qui vinrent répondirent à cette question. J'accumulais les victimes, les transformant, et j'appris bientôt l'existence de mystérieuses agressions dans des parties de la ville où je n'avais jamais été. Les journaux télévisés que je suivais parfois au travers des vitrines de magasins la nuit, les radios entendues dans des bars avoisinant mes lieux de repos, indiquaient toujours plus d'agressions de créatures étranges aux yeux jaunes luisant dans l'obscurité. La contamination était bel et bien en route. Au fur et à mesure, mes créatures se firent moins discrètes, sans doute dû à leur nombre de plus en plus important. Des vidéos les montrant en pleine action furent diffusées à travers tous les médias possibles. Des photos furent prises. L'existence d'une nouvelle race en devenir faisait place aux rumeurs des premiers jours, que beaucoup pensaient être l'œuvre d'alcooliques ou d'illuminés notoires. Mon projet était en marche, mais ce n'était pas suffisant. Même si les transformations devenaient de plus en plus importantes, je voulais que le processus s'étende sur un territoire plus vaste. Mais j'ignorais quelle méthode employer. Bien sûr, je pouvais me déplacer et faire ce que j'avais fait dans cette ville, créant d'autres communautés de créatures qui, à leur tour, comme elles l'avaient fait ici, donneraient naissance à d'autres. Mais c'était trop lent. Et surtout, les hommes normaux, la surprise passée, commençaient à répliquer. Des milices se formaient, des patrouilles de police, des troupes militaires furent envoyées pour éradiquer le mal naissant. Malgré leurs facultés identiques aux miennes, mes créations tombaient jour après jour face aux armes mises au point par les hommes de science pour percer leur corps et éteindre leur vie. C'est en regardant un reportage relatant une expédition contre mes congénères que je trouvais la solution pour étendre plus avant cette nouvelle race qui était devenue la mienne. Les réseaux d'eau potable. Si une quantité suffisante de sang était déversée dans ces réseaux, elle contaminerait de manière irréversible toute la population de la ville en un temps record. Il me suffirait alors de faire le même type d'opération à travers le pays pour faire du continent le point de départ d'une expansion mondiale de notre race. Et pas seulement l'eau potable. Les rivières, les usines de soda, de plats préparés, toutes les formes d'alimentation. En contaminant le mode alimentaire humain, c'est le monde entier qui serait bientôt en pleine phase d'évolution. Alors que je me demandais comment réunir suffisamment de créatures pour s'attaquer à ces différents réseaux d'alimentation, je me découvris une autre faculté, la télépathie. En pensant à la meilleure manière d'opérer, je me rendis compte que je pouvais voir les pensées des autres créatures à travers la ville, et que je pouvais communiquer avec elles par la pensée. C'était inespéré. À partir de là, tout s'est enchaîné. Pendant que les troupes d'intervention militaire se focalisaient sur des groupes envoyés par mes soins pour faire diversion, j'envoyais mes soldats vers des cibles bien déterminées afin de mettre mon plan en marche. Une autre de mes facultés dont je découvrais l'existence, c'était une montée très nette de l'intelligence. J'étais désormais capable de mettre au point des stratégies, d'élaborer des techniques d'invasion de sites phares, sans pour autant bouger de là où j'étais, en véritable général. Il ne fallut que quelques semaines pour que les plus grands sites soient pris d'assaut par mes semblables, suivant scrupuleusement mes indications, les agents de sécurité des différents lieux visés étant incapables de les contrer. Un autre désavantage de cette race nouvelle, une harmonie parfaite, dépourvue de toute haine envers ses semblables, attaquant non pas pour le plaisir de tuer des humains, en tout cas pas dans l'immédiat, mais uniquement pour les contaminer, et grossir nos rangs, se contentant de se nourrir dans un premier temps des animaux qu'ils rencontraient dans les rues. Chiens, chats, rats, parfois des élevages de lapins, de poules,
ou autres animaux de ferme. Nous sommes devenus la race dominante d'une planète n'ayant plus à craindre les guerres, les mensonges, les trahisons, la dégradation des sites naturels et autres exactions de l'être humain. Une évolution nécessaire pour permettre à cette terre de survivre. Il nous arrive bien parfois de devoir recourir à la violence face à des groupes humains refusant de rejoindre notre communauté. Auquel cas, nous n'avons d'autre choix que de revenir de temps à autre à des comportements bestiaux, arrachant des têtes, des bras, éventrant des corps ou se nourrissant de leur chair. Des choix s'expliquant aussi parfois parce que l'humain reste le gibier le plus facile à traquer. Conscient également que pour survivre, notre race ne peut pas transformer l'intégralité des survivants humains. C'est pourquoi nous ne nous attaquons en cas d'extrême nécessité qu'à de petits groupes isolés, constitués de seulement quelques membres, afin de laisser aux groupes plus importants le temps de se reproduire et de nous permettre d'obtenir un nombre plus important de viande par la suite. Ce n'est pas du cannibalisme, comme vous pourriez le croire. Notre mode alimentaire a quelque peu changé par rapport à nos débuts, dans le seul but de préserver une faune nécessaire à notre propre survie. L'humain est le seul animal non primordial. Nous prenons simplement garde à ce que les survivants ne développent pas un retour vers une technologie suffisante pour retourner la situation à notre désavantage. Même s'il y a peu de chances que cela survienne un jour, car les abords de chaque ville pouvant permettre cela sont sous le contrôle de dizaines de communautés de nos semblables. Cela a pris du temps, mais j'ai finalement réussi là où le vieux barbu a échoué. Évincer les conflits entre les membres d'une même communauté, devenir une unité, soucieuse de sa survie et des éléments y contribuant, en particulier l'environnement et les différents écosystèmes dans lesquels nous vivons. Ne voyez pas nos chasses envers les humains comme des actes monstrueux. L'homme n'est plus qu'une proie, mais c'est un juste retour des choses, après que celui-ci a chassé et détruit tant de races et d'espèces au cours de son histoire. Quant à moi, je me suis réconcilié avec le destin. Je ne sais pas si vous croyez en la réincarnation, mais pour ma part, j'en suis persuadé. J'ai rencontré il y a peu une femelle pour laquelle j'ai eu une sensation de familiarité. Une sorte de déjà-vu sentimental. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je suis sûr que c'est l'esprit de Tania qui est en elle. Même gentillesse, même douceur, même lèvres me donnant des frissons. Le destin a reconnu sa défaite envers moi, et pour se faire pardonner, il m'a redonné Tania. Aujourd'hui, je me dis que ma vie faite de pleurs et de destruction mentale était sans doute nécessaire pour permettre la mise en place de cette évolution de la race humaine. Un passage obligé vers cet état de fait dont je devais être le pivot central. Moi et Tania. Je l'ai appelée comme elle. Elle m'a souri à l'évocation de ce prénom, ce qui me conforte dans mon idée que je ne me suis pas trompé. Mais je dois vous laisser maintenant. Nous partons en chasse tous les deux, et j'ai repéré tout à l'heure un groupe de 3 humains pour notre dîner. L'un m'a l'air bien dodu. On devrait se régaler.